Libre Radio, www.libradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org. Nous sommes le jeudi 2 juillet. Coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, alors que le futur immédiat est incertain, que la prudence doit s'imposer, à l'aune d'un probable rebond, en tout cas c'est ce que l'on entend ici et là, la science, la médecine sont au devant de nombreux défis. Vaccins ou traitements, symptomatiques ou de fond, 2 failles potentielles ont été recensées dans la cuirasse du coronavirus. Des scientifiques de l'Université de Genève et des HUG ont identifié les parties de l'enveloppe du SARS-CoV-2 qui sont le plus fréquemment visées par les anticorps. Elles représentent une cible potentielle pour le développement d'un vaccin. Nicolas Wimsinger, vous êtes professeur au département de chimie organique à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. Bonjour à vous et merci de nous consacrer quelques instants. Merci à vous. Alors, en quelques mots, voudriez-vous vous situer? Quel est votre parcours, votre trajectoire, ce qui vous a mené à votre travail et quel est-il le travail que vous menez actuellement à l'université? Donc, mon parcours professionnel, j'ai rejoint l'Université de Genève il y a une petite dizaine d'années. Avant ça, j'étais à l'Université Louis Pasteur à Strasbourg et avant ça, j'ai fait tout mon parcours universitaire aux États-Unis. Dans mon parcours scientifique a commencé en fait avec des études de médecine qui se font par un bachelor aux États-Unis, où j'ai étudié beaucoup de biologie, de chimie. Et c'est vraiment un stage dans le laboratoire d'un professeur de chimie qui m'a incité à la recherche fondamentale. Et c'est ça qui m'a dirigé vers de la chimie pour une thèse. Et donc je suis chimiste organicien, chimiste de synthèse par formation, avec un grand intérêt pour la biologie. Alors justement, la chimie et la biologie, sont-elles inséparables, à tout le moins concernant le corps humain, la santé? Et comment et quelles interactions ont-elles cours dans le corps humain? Qu'est-ce qui fait que la chimie et la biologie, la physique peut-être également, sont-elles inséparables ou en tout cas liées? Absolument. En fait, on pourrait même rajouter la physique avec ça. Le corps humain ne distingue pas entre les différentes disciplines. On a classé la science en différentes disciplines pour des raisons historiques, mais le corps humain ne distingue pas entre une réaction chimique qui est spontanée ou par une réaction qui est catalysée par une enzyme. Ça ne fait partie que ça ne suit qu'une même logique et qu'une même science. Alors justement, quelques mots de vocabulaire pour mieux comprendre ce dont on va parler ensuite. Vous venez parler d'enzyme. Alors, qu'est-ce donc une enzyme? C'est une protéine? Tout à fait. Une enzyme est une protéine. Une protéine n'est pas nécessairement une enzyme. Il y a plusieurs types de protéines. Il y a des protéines structurelles. Par exemple, toute cellule a un squelette. Dans notre corps, le squelette est en calcium. Dans une cellule, ce squelette est fait de protéines. Donc ça, ce serait un exemple de protéines structurelles. On a des protéines qui agissent aussi comme récepteurs. On peut en parler plus longuement. Et on a des protéines qui catalysent des réactions. Et en catalysant ces réactions, telles que du métabolisme, elles produisent de l'énergie ou ont d'autres fonctions. Alors on va effectivement plutôt mettre le focus sur les enzymes réceptrices d'une certaine manière, puisque c'est cela qui peut-être nous concerne un peu plus aujourd'hui. Mais avant cela, encore quelques éléments de vocabulaire. Quand on parle d'agents pathogènes, quand on parle d'immunoglobulines, peut-on dire que cela fait partie du système immunitaire d'une certaine manière? Oui, enfin, l'agent pathogène ne fait pas partie du système immunitaire. C'est grâce au système immunitaire qu'on parvient à combattre un agent pathogène. Et un des outils très importants qu'a notre système immunitaire, ce sont en effet les immunoglobulines, donc les anticorps. Voilà, alors les anticorps, virus versus anticorps, peut-on dire que c'est là que se décide le combat d'une certaine manière? Absolument. Le virus, quand il rentre, un virus compétent qui rentre dans notre corps, va trouver une cellule cible dans laquelle il va commencer à se répliquer. Et la course commence entre le virus qui se répliquera et un système immunitaire qui doit rapidement monter une réponse pour combattre ce virus.
Sans le développement d'une réponse immunitaire, le virus gagnera la course. Oui. Alors, quelques mots peut-être du virus. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Alors, ça fait partie des agents pathogènes. Il y en a plusieurs. Il y a effectivement des bactéries, il y a des champignons. Alors, quelles sont les singularités du virus? Tout à fait. Donc, vous avez cité plusieurs agents pathogènes. Ce qui distingue un virus d'une bactérie ou d'un champignon, c'est que le virus en soi-même n'a pas tout ce qui est nécessaire à la vie ou à une réplication. Et donc, il a besoin d'un hôte, et il a besoin de la machine qui est présente dans l'hôte pour se répliquer. Et donc, le virus, en fait, n'est qu'un code. Et le code est suffisant pour créer plus de code, mais dans ce code, il n'y a pas toute l'information, il n'y a pas toute la machine pour se répliquer. C'est là où, justement, il y a ces deux écoles, virus, est-ce vivant, est-ce pas du vivant? C'est un petit peu ça? Tout à fait. Enfin, la définition classique pour le vivant, il faut du métabolisme, mais par cette définition, le virus n'est pas vivant. Mmh. Alors, revenons-en aux anticorps, parce que c'est un petit peu le sujet de votre étude. Eh bien, certaines personnes en développent et d'autres pas. Comment ça se fait? Je crois qu'on développe tous des anticorps. On développe tous des anticorps différents. Certains seront plus efficaces que d'autres. Certains sont plus faciles à détecter que d'autres, mais une personne sans anticorps serait une personne immunocompromise et serait un grand risque. Donc toute personne qui a un système immunitaire compétent développera des anticorps. Mmh. Mais j'ajouterais peut-être aussi qu'il y a deux grandes voies de combat contre un virus. Clairement, les anticorps en est une, très importante. L'autre voie sont les cellules T, qui sont aussi très, très importantes dans une réponse contre un virus. Mmh. Peut-on dire des anticorps qui sont d'une certaine manière les lanceurs d'alerte qui vont permettre ensuite au métabolisme d'agir et de se défendre? Oui, tout à fait. Enfin, donc, les anticorps sont le premier passage de reconnaissance contre quelque chose qui n'est pas soi, sont très importants dans ces événements de reconnaissance. Et peuvent agir en effet comme des lanceurs d'alerte, absolument. Ok. Et alors, on voit en ce moment, on entend beaucoup dans les médias que, eh bien, on essaie de dépister par des tests sérologiques si les personnes ont développé un certain type d'anticorps. Est-ce que c'est exact? Absolument. Enfin, peut-être pas un certain type d'anticorps. Plus globalement, le but d'un test sérologique est de savoir si une personne a été exposée, a eu une certaine maladie. Alors c'était très important parce qu'au début du Covid 2019, clairement notre capacité à tester des patients n'était pas suffisante et on n'était pas absolument sûr du niveau de pénétration de la maladie dans la population. Et donc c'est très important de pouvoir a posteriori revenir et demander est-ce qu'une personne a eu la maladie ou pas. Alors c'est aussi très important parce que c'est très clair qu'une partie de la population reste asymptomatique. Donc une personne asymptomatique n'a aucune raison a priori d'aller se faire tester pour détecter le Covid. Ceci dit, est-ce que cette personne a été infectée? Pour savoir quelle est la pénétration du virus dans la population, ce test sérologique est donc vraiment très important. Mais ce test sérologique donne une réponse binaire oui/non. Il ne dit pas quel type d'anticorps on a eu ou qu'est-ce que visent ces anticorps. Il nous dit simplement est-ce qu'il y a des anticorps. Ça nous donne une réponse oui/non, il y a des anticorps, mais il ne nous donne pas la résolution de savoir parmi ces anticorps qui sont présents, que visent-ils. Et alors voilà, ça c'est le sujet, disons, de la recherche dont vous êtes l'auteur. Donc quand on parle de ces failles potentielles dans le coronavirus, eh bien il s'agit précisément d'une part ces anticorps, mais de la manière dont ils s'amarrent à l'enveloppe du SARS-CoV-2 et qui pourrait-elle, selon de quelle manière elle s'amarre, eh bien permettre le développement d'un traitement ou même d'un vaccin. Tout à fait. Et donc c'était la question qui nous a motivés au départ. Voilà un nouveau pathogène. La population européenne n'a jamais été exposée à ce pathogène.
quelle est la diversité des anticorps qui sont générés dans différents patients? Est-ce qu'on fait tous les mêmes anticorps? Est-ce qu'on a des anticorps qui convergent tous vers la même cible? Ou en fait, chacun suit des stratégies un peu différentes avec des anticorps qui ciblent des portions différentes de la protéine du Covid ou du SARS-CoV-2. Et donc en analysant ces données, pensez-vous qu'effectivement un vaccin ou un traitement pourrait surgir comme ça, disons à moyen terme ou à long terme? Alors, tout à fait. C'est une information qui peut être très utile pour le développement d'un vaccin. Alors, simplement pour revenir peut-être sur des questions un peu plus fondamentales, le virus qui est responsable pour l'épidémie du Covid 2019 est en fait assez similaire à un virus précédent qui a donné lieu à une épidémie. Ce n'était pas une pandémie. Heureusement, elle a fait moins de malades et s'est étouffée toute seule. C'était le SARS de 2003, qu'on appelle très souvent le SARS-CoV-1. Et donc, il y a quand même une grande similitude entre ce SARS-CoV-2 et ce SARS-CoV-1 de 2003. Alors, celui-ci est un peu plus infectieux, s'est développé en pandémie. Mais on a déjà eu l'opportunité de travailler sur un cousin du virus qui nous touche à présent, avec ce virus du SARS-CoV-1. Il y a des choses qu'on a apprises avec ce virus du SARS-CoV-1. Et on sait que tous les anticorps contre le SARS-CoV-1 ne sont pas équivalents. Il y en a qui sont neutralisants, qui parviennent à neutraliser le virus, à inhiber son entrée dans une cellule. Il y a des anticorps qui sont moins efficaces à ça. Il y a même des anticorps qui peuvent rediriger le virus vers d'autres cellules cibles et en fait aggraver la maladie. Et donc là, ce sont alors voilà le risque, c'est que il y ait des, comment est-ce qu'on peut appeler ça, des maladies secondaires. Absolument, ou une accentuation de la maladie à travers les anticorps. Donc c'est là où tout est extrêmement délicat également. Dites-moi, voudriez-vous nous dire comment fonctionne un vaccin en quelques mots pour pour que tout le monde se rappelle bien de cela? Alors, un vaccin. Donc, il y a plusieurs technologies en fait pour préparer un vaccin. Les premières formes de vaccins sont venues en prenant le pathogène et en atténuant le pathogène. Alors, c'est le plus facile de le faire avec une bactérie. Si on prend une bactérie et qu'on cuit cette bactérie, on va tuer la bactérie. Mais on gardera certaines des protéines. Et si on injecte cette bactérie atténuée, tuée, on ne sera pas malade de cette bactérie, mais on développera des anticorps contre cette bactérie. Donc si on est exposé à une bactérie vivante, on aura déjà des anticorps contre cette bactérie qui nous permettront de mener un combat plus efficace et plus rapide. Alors pour un virus, c'est plus difficile d'atténuer un virus parce que le virus n'est pas vraiment vivant. Ceci dit, il y a certaines méthodes pour aussi atténuer un virus, c'est des méthodes chimiques. Et donc ça, c'est une des plus vieilles technologies pour fabriquer un vaccin. Une autre possibilité, c'est de reprendre un virus qui est moins problématique et d'insérer des protéines du virus qui nous intéresse dans ce virus moins problématique. Et donc, on peut administrer ce virus non problématique, mais qui contient les protéines de notre virus d'intérêt. Et donc, on développera des anticorps contre ces protéines. De nouveau, une fois exposé à ce virus, on sera plus efficace et plus rapide dans une réponse immunitaire. Alors, oui, pardon. Une troisième technologie dont on entend beaucoup parler dans la presse, parce que plusieurs groupes industriels utilisent cette technologie en particulier pour le Covid-19, c'est d'utiliser littéralement l'ARN, donc le code génétique du virus, pour synthétiser de la protéine dans nos cellules. Et donc ça, c'est un virus purement à partir d'informations génétiques. Donc il n'y a pas qu'une technologie pour synthétiser des virus, mais très clairement, dans le design d'un virus, la première question qui se pose, c'est vers quelle protéine et à quel endroit de la protéine serait-il préférable de diriger
la réponse immunitaire. Qu'un vaccin immunise à coup sûr la personne qui le reçoit, et est-ce que cela est-il durable? Parce que vous voyez, on a entendu également des éléments des personnes qui disaient oui, mais on peut recontracter la maladie après l'avoir déjà contractée une première fois, et il y a une réponse immunitaire peut-être qui est limitée dans le temps. Tout à fait, c'est des très bonnes questions, et en fait des questions qui peuvent vite devenir très très complexes. De nouveau, ça dépend de quel type de vaccin, comment il est administré, combien de fois il est administré. On le sait tous, on a reçu des vaccins quand on était petit, notre docteur nous a dit c'est bon, vous êtes immunisé à vie. C'était plus que probablement un vaccin venant de quelque chose de vivant. Et on a reçu aussi tous des vaccins pour lesquels on a besoin de faire des rappels tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et donc, en principe, si on est exposé à une maladie et qu'on parvient à développer une réponse immunitaire, on est certainement immunisé contre cette maladie pour un temps donné. Maintenant, est-ce que ce temps donné est des mois ou des années ou à vie, ça dépend très fort du type de réponse et de l'amplitude de la réponse. Et ce sera de même pour les vaccins. Alors, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a jusqu'à 220 programmes de développement de vaccins pour le Covid-19. Donc, ce n'est pas possible de parler d'un vaccin. Je vous ai cité 3 technologies pour développer des vaccins. Il y a, parmi ces 220, ces 3 technologies sont utilisées avec des déclinaisons de subtilité. Et donc, chacune de ces technologies aura des effets différents, des longévités de vaccins de protection qui seront différentes et des efficacités qui seront différentes. Alors, historiquement, il y a peu de vaccins qui ont 100% d'efficacité pour des raisons multiples et diverses. Mais évidemment, la communauté cherche à développer le vaccin le plus efficace possible. À quel risque est-on exposé lorsqu'il y a un vaccin? Est-ce qu'effectivement le fait d'être vacciné peut-il amener en soi quelques effets secondaires, et si c'est le cas, lesquels? Alors de nouveau, de très bonnes questions qui dépendra très fort du type de vaccin. Est-ce que c'est vraiment un virus qui est utilisé? Est-ce que c'est simplement une séquence ARN? Ou est-ce que c'est simplement un peptide, un épitope? Donc ces différentes technologies peuvent amener à différents scénarios. Comme on le sait tous, et je suis sûr qu'un nombre de vos auditeurs se vaccinent pour la grippe, il est possible d'avoir des petits effets de maladie lorsqu'on se vaccine pour la grippe. C'est un virus. Donc pour la grippe, ce qui est utilisé pour l'immunisation, c'est vraiment un virus qui a la capacité de se répliquer. Il est possible d'avoir des symptômes légers contre ce vaccin. Alors ça dépend très fort du type de vaccin qui est utilisé. Dans certains cas, il est possible d'avoir des petits symptômes légers. D'accord. Donc des symptômes de la maladie. De la maladie ou du virus qui est utilisé comme porteur des protéines contre lesquelles on essaie d'immuniser. Quand on entend par mutation du virus, c'est quelque chose qu'on entend également dans les médias. Alors, est-ce que le virus mute? La grippe, par exemple, chaque année, si je ne me trompe pas, mais vous allez me démentir si c'est le cas, les vaccins diffèrent. Alors, est-ce que cette mutation apparaît également pour le SARS-CoV-2? Quand est-ce qu'elle intervient? Et est-ce un facteur aggravant ou pas pour le système immunitaire humain, le fait que le virus mute, s'il mute? Voilà, alors de nouveau des très bonnes questions, des questions qui ne sont pas si simples. Pour l'analogie par rapport à la grippe, en fait, chaque année, c'est une nouvelle souche de grippe qui circule. Et chaque année, on a des nouveaux passages de grippe qui passent d'un oiseau au cochon vers l'homme. Et donc, chaque année, il faut un nouveau vaccin parce que c'est une nouvelle souche. Ce n'est pas nécessairement une mutation du virus qui a circulé autour du monde, mais ça peut être aussi simplement une nouvelle souche. Dans le cas du Covid, donc c'est quelque chose qui a déjà été étudié, et il y a un taux de mutation. Tout virus aura un taux de mutation. Dans le cas du Covid, il s'avère être relativement faible. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mutation. Il y a des mutations. Alors, je crois que c'est important aussi de rappeler que toute mutation n'amène pas nécessairement à une différence dans la séquence de la protéine. Et donc, certaines mutations n'auront pas de conséquences sur une réponse immunitaire. Alors, il y a clairement, il y a des mutations qui peuvent avoir des conséquences. Ce n'est pas quelque chose qui a encore été observé de façon problématique pour le Covid 2019. C'est quelque chose qui potentiellement va émerger. Personne ne peut
ne peut contrarier ça, mais toute évidence porte à croire que ce n'est pas un des problèmes majeurs du Covid-19. D'accord. Au point où vous en êtes de votre étude, quel espoir rationnel, bien entendu, vous habite-t-il? Est-ce que l'on peut raisonnablement parler d'avancées par étapes, mais qui nous mènent probablement à un traitement ou à un virus, et dans des délais qui seraient lesquels? Tout à fait. Enfin, vous l'avez très bien dit, c'est toujours des avances par étapes. Alors, une étape importante qui a été accomplie à travers cette étude, c'est le développement d'un outil qui nous permet de mieux comprendre, de pouvoir cartographier la réponse de patients. Et j'espère que très rapidement, on arrivera à une corrélation entre le type d'anticorps qu'on voit dans un patient et la sévérité de la maladie. Ça, c'est certainement un des objectifs à long terme. De comprendre cette corrélation nous permettrait de mieux diriger le système immunitaire vers certaines parties de la protéine. D'accord. Et dites-moi, avec le recul qui commence à se faire sentir, j'imagine, enfin, on est encore tout près, mais je veux dire, il y a quand même peut-être 6 mois déjà sur lesquels on peut revenir. Pouvons-nous identifier, ou est-ce même peut-être utile ou pas, l'origine du SARS-CoV-2? On a beaucoup entendu parler de pangolins, de chauves-souris ou d'autres éléments. Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet est-ce qu'un virus peut-il systématiquement sauter de l'animal à l'homme, ou est-ce une rareté? Donc, par rapport à l'origine, ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Donc je ne vais pas y répondre catégoriquement. J'ai les mêmes informations que vous, si je puis dire. Par rapport à la fréquence du passage d'un virus à un autre être, ça reste des événements qui sont très très rares, qui en général demandent des mutations dans le virus, et la probabilité qu'une mutation soit productive et permette le passage à une autre espèce reste un événement très très rare. D'accord. Alors on arrive doucement au terme de cet entretien. Je vous remercie déjà beaucoup, professeur Winzinger, pour d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là. Alors, on l'a dit, l'étude, elle a cours. Quelles sont les prochaines étapes qui vous attendent? Un autre point très important. Donc, comme je vous l'ai dit, on a développé un outil. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre dans cette diversité d'anticorps qui sont générés, quels sont les plus efficaces et les moins efficaces dans la neutralisation du virus. Et donc, ça, ce sont des travaux en cours. En particulier, ce que je rajouterais aussi, c'est qu'on sait très bien que la pénétration du Covid dans une cellule requiert 2 étapes. Une première étape est une étape de reconnaissance où le virus va s'ancrer à l'extérieur d'une cellule, mais ce n'est pas suffisant. Il est simplement ancré. Dans une deuxième étape, il doit injecter son information génétique, son matériel génétique au sein de la cellule. Et cette deuxième étape requiert l'activité d'une protéine très spécialisée qui est à la surface de nos cellules et qu'on pense être très importante dans le cycle d'infection. Et donc on espère démontrer que des anticorps sont efficaces dans l'inhibition de cette deuxième étape. D'accord, donc c'est sur le point d'amarrage du virus, donc ces fameux clous qui sont représentés par des sortes de petits éléments comme ça qui ressortent du virus quand on voit l'image du coronavirus. Absolument. Sur ces clous-là, que l'on appelle des épitopes, si j'ai bien compris. Exactement. Il y aurait donc je vous en prie. Il y aurait donc moyen de trouver. Alors c'est selon le lieu où cet amarrage s'effectue que ça pourrait être plus ou moins problématique que d'arriver à empêcher, si j'ai bien compris, d'arriver à inhiber l'effet du virus. Absolument. Et donc, pour vous donner une perspective de taille, le clou est une protéine qui est relativement large. Elle fait plus de 1000 acides aminés. Un anticorps reconnaît une séquence de l'ordre de 10-15 acides aminés. Donc c'est pour vous donner une perspective sur la diversité de sites potentiels sur lesquels un anticorps peut s'amarrer sur ce clou.
Alors, le clou, la structure du clou est connue, et on sait que c'est la tête du clou qui interagit avec un récepteur sur une cellule humaine. Et c'est ça qui permet au virus de s'amarrer, donc. Mais ce n'est pas suffisant, et il faut cette deuxième étape. Et cette deuxième étape coupe le clou en deux, et c'est suite à cette coupure du clou que le clou parvient à s'approcher et la membrane du virus fusionne avec la membrane cellulaire et le matériel génétique et donc pénètre donc dans la cellule. Et transmis et infecte d'une certaine manière la cellule. Absolument. D'accord. Et alors, cette fusion, eh bien, elle pourrait être empêchée. Enfin, quels seraient ces éléments inhibiteurs potentiels? Ça, vous avez d'ores et déjà des pistes? Absolument. Et donc, c'est une des pistes qui est ressortie dans l'étude, dans la cartographie de la réponse immunitaire qu'on a fait dans les patients. Et on s'attendait à voir beaucoup d'anticorps contre la tête du clou. On sait qu'ils sont importants, on sait qu'ils sont neutralisants. Mais ce qui nous a surpris, c'est de voir un nombre d'anticorps qui se fixait sur un site absolument clé dans cette coupure du clou. C'était pas quelque chose auquel on s'attendait a priori, et c'est, je pense, quelque chose de potentiellement très important comme outil thérapeutique et potentiellement pour développer des vaccins. Peut-on dire qu'il y a encore, que le travail est en cours, mais qu'il reste tout de même encore des recherches à accomplir? Absolument. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment par étapes. Cet outil nous a permis de faire une première étape, mais il y a encore plusieurs étapes devant nous. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, professeur Winsinger, de toutes ces réponses. Je vous remercie pour votre invitation et pour le programme que vous faites. Ici c'est Radio Paki.